Bonjour et bienvenue. On pense souvent que la croissance économique, c'est une affaire de haute technologie, d'innovation. Oui, de choses très sophistiquées. Exactement. Mais les sources qu'on analyse aujourd'hui nous ramènent à un moteur beaucoup plus fondamental, presque. Une force brute. Le simple fait d'ajouter des bras, des cerveaux et du temps. C'est ça. C'est une théorie qui semble presque trop simple pour être vraie. La croissance à portée de main, juste en augmentant le volume de travail. Aujourd'hui, on va la mettre à l'épreuve, on va voir comment ça marche en théorie, et puis on la confrontera à la réalité d'un cas concret. Absolument. Et avec les documents qu'on a sur la table, on va essayer de décortiquer ça en deux temps. D'un côté, le premier levier, l'augmentation du nombre de personnes qui travaillent, La population active, la population active. Voilà. Et de l'autre, le second levier, la durée pendant laquelle ces personnes travaillent. L'enjeu, c'est de voir comment ces deux éléments, purement quantitatifs, peuvent créer une dynamique. Une dynamique vertueuse qui agit à la fois sur la production, donc l'offre, et sur la consommation, la demande. allons-y. Le premier point donc, l'augmentation de la population active. L'idée de base est simple. Plus de gens au travail, plus de production. Mais j'imagine que le mécanisme est un peu plus subtil que ça. Un peu plus, oui. L'analyse décompose ça en deux effets simultanés. Le premier est très direct, c'est l'effet sur l'offre. D'accord? Une population active qui s'élargit, c'est le potentiel de production du pays qui augmente mécaniquement. La source utilise une image assez simple mais efficace. Le pays a, je cite, plus de bras et plus de têtes. D'accord, donc une plus grande capacité à produire des biens et des services. C'est ça. C'est l'augmentation du potentiel de production, la capacité maximale de l'économie. Mais avoir la capacité de produire plus, ça ne sert à rien si personne n'achète cette production supplémentaire. C'est là qu'intervient le second effet, j'imagine. C'est le cœur du réacteur. Cet effet se joue du côté de la demande. Ces nouveaux travailleurs ne sont pas que des producteurs, ils deviennent aussi des consommateurs. Ah oui, bien sûr. Ils perçoivent un revenu, un salaire, et ce revenu est en grande partie dépensé. L'arrivée de ces nouveaux salaires dans l'économie augmente la consommation globale. Et du coup, les carnets de commandes des entreprises se remplissent. Ce qui les incite à utiliser leur nouvelle capacité de production. Précisément. Donc, l'arrivée de nouveaux travailleurs ne fait pas qu'augmenter l'offre potentielle, elle crée sa propre demande. C'est un classique cercle vertueux, en somme. La demande tire l'offre qui est elle-même rendue possible par l'augmentation de la main-d'œuvre. C'est précisément cette boucle de rétroaction. Plus de travailleurs entraînent plus de revenus distribués, qui entraînent plus de consommation, qui valident et encouragent une production plus élevée, justifiant ainsi l'emploi de ces mêmes travailleurs. C'est une dynamique qui s'auto-entretient. Je vois. Donc le nombre de personnes qui travaillent, c'est une chose. Mais ça me fait penser que ça ne sert à rien d'avoir des millions de travailleurs s'ils ne font que des semaines de 10 heures. J'imagine que la durée du travail joue un rôle tout aussi crucial dans ce modèle. C'est le deuxième étage de la fusée. Et ce qui est fascinant dans l'analyse, c'est qu'un allongement de la durée du travail déclenche non pas une, mais deux boucles vertueuses distinctes. Ah, Oui. Et elles se renforcent mutuellement. L'une passe par les entreprises, l'autre par les salariés. d'accord. Commençons par les entreprises. Comment est-ce qu'elles en profitent, au-delà du fait évident qu'elles produisent plus? Alors, l'effet direct, c'est bien sûr une production accrue. Mais l'effet indirect est plus stratégique. Une production plus importante, à structure de coût égale, signifie des profits plus élevés. Logique. Et l'analyse souligne que ces bénéfices supplémentaires augmentent ce qu'elle appelle la capacité d'autofinancement des entreprises. En clair, elles ont plus de cash disponible pour investir sans avoir à s'endetter. Et c'est là que la boucle s'enclenche, j'imagine. Exactement. Cet argent est réinvesti dans de nouvelles machines, de la R&D, l'agrandissement d'usines, ce qui augmente encore leur capacité de production future. C'est la boucle de l'investissement. Attendez, ça me paraît un peu optimiste. Qu'est-ce qui garantit que les entreprises vont vraiment réinvestir ces profits? Elles pourraient tout aussi bien les garder en trésorerie, par précaution, ou les distribuer en dividendes, C'est une excellente objection. ce qui ne stimule pas forcément la production de la même manière. Est-ce que les sources abordent ce risque? Alors, le modèle présenté est, par essence, une simplification. Il suppose un comportement d'investissement, disons, rationnel. Les entreprises voient une demande soutenue, elles ont confiance en l'avenir, et du coup, elles utilisent leurs profits pour préparer la croissance future. D'accord. Les sources ne détaillent pas les conditions de cette confiance, mais elles posent cet investissement comme une conséquence logique dans un cycle de croissance établi. Mais vous avez raison, dans la réalité, la décision d'investir dépend d'eux, de plein d'autres facteurs. La stabilité fiscale, le contexte réglementaire. Voilà, le moral des entrepreneurs.
Le modèle nous montre comment ça pourrait marcher dans des conditions idéales. D'accord. C'est donc la première boucle, celle de l'investissement. Et la seconde, celle qui passe par les salariés. Pour les salariés, l'équation est plus directe. Travailler plus d'heures se traduit par une augmentation des salaires. Mhm. Cette hausse de revenus augmente leur pouvoir d'achat. Avec plus d'argent, ils consomment davantage. Et là, on retombe sur le mécanisme qu'on a déjà vu, cette consommation additionnelle stimule la demande globale, ce qui pousse les entreprises à produire plus. C'est la boucle de la consommation. Ce qui est puissant, c'est que les deux boucles se nourrissent. L'investissement des entreprises crée de la richesse et la consommation des salariés valide ces investissements. Mais là encore, cette vision gagnant-gagnant, elle me semble presque trop parfaite. Est-ce qu'on n'ignore pas les aspects négatifs? C'est-à-dire? Je pense à l'épuisement des travailleurs, à la stagnation des salaires horaires, ou même à l'impact sur la vie sociale. C'est le point aveugle de toute analyse purement macroéconomique comme celle-ci. Les sources se concentrent sur les agrégats. Le PIB, la masse salariale, l'investissement. On ne regarde pas les conséquences humaines. Exactement. Le modèle décrit un mécanisme quantitatif. Il dit si vous augmentez le volume d'heures travaillées, voilà l'effet mécanique sur la croissance. Il ne dit pas si c'est une croissance désirable ou soutenable sur le plan humain. C'est une distinction cruciale à garder en tête. C'est un cadre théorique très clair, mais la théorie c'est une chose, la réalité en est une autre. Et justement, les documents s'appuient sur un cas d'étude pour tester ce modèle, la Tunisie entre 2008 et 2020. Oui, et c'est là que la discussion devient vraiment concrète. L'analyse met en parallèle deux courbes sur cette période, l'évolution du PIB et celle de la population active. Sur la première grande phase, de 2008 à 2019, la corrélation est Frappante. Ah oui. la population active passe de 3,6 millions à plus de 4,15 millions de personnes. C'est une hausse de plus de 15%. Et pendant ce temps, le PIB nominal fait plus que doubler. La source en conclut que l'augmentation de la main-d'œuvre a été un carburant essentiel de cette croissance. Une corrélation, c'est toujours tentant, mais ce n'est pas forcément une causalité. La période 2008-2019 en Tunisie a été tout sauf calme. Il y a eu la révolution de 2011, des changements politiques majeurs. Est-ce que les sources mentionnent d'autres facteurs? C'est vrai. Je pense à des politiques d'investissement, à l'inflation, au cours des matières premières. Isoler le seul facteur travail me paraît un peu risqué. Vous mettez le doigt sur la limite de ce genre d'analyse. Le document ne prétend pas que le travail est le seul facteur, mais il le présente comme un facteur fondamental et directement observable. D'accord. En fait, l'argumentaire de la source repose sur la simplicité du lien. Quand vous ajoutez un demi-million de personnes dans le circuit économique qui produisent et consomment, l'impact sur le PIB il est mathématiquement inévitable, quelles que soient les autres turbulences. Je vois l'idée. Et que se passe-t-il après 2019? Le modèle est-il aussi valable quand la tendance s'inverse? C'est ce qui rend l'exemple encore plus probant aux yeux de l'auteur. Entre 2019 et 2020, on observe un léger fléchissement. La population active baisse un tout petit peu, d'environ 40 000 personnes. Et le PIB? Et quasi simultanément, le PIB chute. L'analyse qualifie ça de mouvement transitoire, une sorte de phase de dépression du cycle, mais elle insiste sur le fait que la baisse de production coïncide avec la contraction de la main-d'œuvre. Le lien semble se vérifier dans les deux sens. On parle de 2019-2020. Difficile de ne pas penser à l'arrivée de la pandémie de Covid-19 qui a mis l'économie mondiale à l'arrêt. Bien sûr. N'est-ce pas un facteur externe massif qui explique bien mieux la chute du PIB que cette légère baisse de la population active bossienne? Absolument. Et c'est là qu'une lecture critique est essentielle. La source, en se focalisant sur son modèle, tend à interpréter les données à travers son propre prisme. Il est presque certain que la crise sanitaire a été le déclencheur principal de la récession en 2020. En Tunisie comme ailleurs. Partout, la baisse de la population active était probablement une conséquence de cette crise via les licenciements, les fermetures, plutôt que sa cause. D'accord. Cependant, pour l'auteur de l'analyse, même dans ce contexte, le mécanisme reste valide. La crise a provoqué une baisse de la quantité de travail, et cette baisse de la quantité de travail s'est traduite par une baisse de la production. Le déclencheur externe change, mais la mécanique interne, elle, reste pertinente, selon lui. Je comprends. Le modèle n'explique pas le pourquoi de la crise, mais il décrit le comment elle se transmet à l'économie via le facteur travail. C'est une nuance importante. Finalement, que l'on ajoute des travailleurs ou qu'on allonge leur temps de travail, on augmente la quantité de travail totale. C'est ça le concept clé. C'est exactement ça. L'analyse synthétise tout ça dans une formule très simple.
Quantité de travail égale population active multipliée par durée du travail. D'accord. Et lorsque la croissance économique est obtenue principalement en augmentant cette quantité globale, on lui donne un nom spécifique, la croissance extensive. Extensive comme dans extension, on étend la base de production en y ajoutant plus de ressources sans forcément changer la manière de produire. C'est l'image parfaite. C'est un peu comme une boulangerie. Pour produire plus de pain, la première solution, la solution extensive, c'est d'embaucher un autre boulanger et d'ouvrir la nuit. On ajoute des heures et des bras. On étend l'existant. On étend l'existant. Et la source précise bien que ce n'est pas la seule voie possible. Oui, elle l'oppose à une autre forme de croissance. Elle l'oppose à la croissance intensive. Pour reprendre notre boulangerie, la solution intensive ne serait pas d'embaucher, mais d'acheter un nouveau four qui cuit 2 fois plus vite. Ou une nouvelle recette qui demande moins de temps de pétrissage. Exactement. On ne produit pas plus en travaillant plus, mais en travaillant mieux. La croissance intensive vient des gains de productivité, de l'innovation, d'une meilleure formation. C'est une croissance basée sur l'efficacité. Et les documents qu'on a aujourd'hui se concentrent exclusivement sur le premier modèle, l'extensif. Exclusivement. D'accord. Si on fait le bilan, l'analyse brosse le portrait d'un moteur de croissance puissant, presque primaire, basé sur l'augmentation pure et simple du volume de travail. Sa grande force, si j'ai bien compris, c'est qu'il agit sur les deux tableaux en même temps. C'est ça. Il donne à l'économie la capacité de produire plus et il lui donne aussi l'envie et les moyens de consommer cette production supplémentaire. Idée maîtresse à retenir, c'est cette interconnexion. Ça ramène l'économie à une dimension très humaine en fait. La croissance, ce n'est pas qu'une affaire de machines ou de statistiques abstraites. Non. Elle est intimement liée au fait que des individus jouent un double rôle au cœur du système. Ils sont à la fois la force de production et la source de la demande. Et le modèle montre comment, dans des conditions favorables, l'un alimente l'autre. Ça clarifie beaucoup de choses, c'est un modèle qui a le mérite de la simplicité et d'une certaine logique implacable. En effet. Et cette analyse, même si elle se concentre sur un mécanisme simple, nous laisse avec une question de fond, une interrogation qui va au-delà des sources. Hmm. Si la croissance extensive repose sur l'ajout constant de ressources humaines et d'heures de travail, quelles sont ses limites? Physiques, sociales. Une économie peut-elle croître indéfiniment, se contentant de faire travailler plus de gens, plus longtemps, surtout face aux défis démographiques ou aux aspirations à plus de temps libre? C'est une très bonne question. Ou alors, arrive-t-il à un point de saturation où la qualité et l'efficacité, donc le côté intensif de la croissance, deviennent non plus une simple option, mais une nécessité absolue pour continuer à prospérer?